Cet après-midi, direction les États-Unis. Je vous raconte une série de procès en sorcellerie qui a fait couler beaucoup d'encre et de sang aussi, ou la véritable histoire du procès des sorcières de Salem. Qui étaient les sorcières de Salem? Que leur a-t-on réellement reproché? Comment expliquer le phénomène d'hystérie collective qui s'est emparé des habitants de ce petit village de puritains en 1692? Et comment s'organisaient alors ces procès, entre guillemets? Comme il fait froid en cette journée d'hiver 1691 à Salem, village dans le comté d'Essex en Nouvelle-Angleterre. Pour Elizabeth Parris, dit Betty, 9 ans, et sa cousine Abigail Williams, âgée elle de 11 ans, il est hors de question de sortir braver le vent glacial. Elle décide de rester bien au chaud dans la maison du père de Betty, le très sévère pasteur Samuel Parris. Et si elle tentait de découvrir ce que leur réserve leur avenir? Quand vont-elles se marier? Leur futur époux sera-t-il beau? On raconte que l'une des servantes de la maison Parris, une certaine Tituba, venue de la Barbade, les aurait alors initiées aux arts divinatoires. Les petites veulent se changer les idées, je vais les y aider. Pas de boule de cristal dans cette maison où le puritanisme est de mise, qu'à cela ne tienne. S'emparant d'un verre, la servante y casse un œuf et commence sa séance de médium. En regardant au fond du verre, elle donne les détails qu'elle entrevoit sur le futur de ses jeunes maîtresses. Combien de fois Betty et Abigail s'adonnent-elles à ces rites de sorcellerie? Nul ne le sait. Ce que la servante Tituba n'a pas su déceler dans son verre de cristal, c'est que son avenir à elle est en passe de basculer. Car soudainement, la fille et la nièce du pasteur Parris sont prises sans raison apparente de convulsions. Désormais, elles ne peuvent s'empêcher de baragouiner dans une langue inconnue, de cracher des insanités à toute personne qui croise leur chemin. Elles semblent devenues incontrôlables. Pour le pasteur Parris, il n'y a pas une seconde à perdre. Il demande au médecin de la ville, William Griggs, de venir au chevet des deux souffrantes. Hystérie? Intoxication alimentaire? Le spécialiste n'y croit pas. Non, il ne voit aucune explication scientifique. Son diagnostic laisse le pasteur sans voix. Betty et Abigail auraient été envoûtées. Ces crises ne sont ni le résultat d'une quelconque fièvre délirante, ni d'un aliment nocif. Ces crises sont le fruit du diable, il n'y a aucun doute. Dans la population de Salem Village, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des enfants possédés par le mal. Il ne faudrait surtout pas que cette damnation se propage à d'autres âmes pures. Les petites doivent parler, et la personne à l'origine de cet envoûtement doit, quant à elle, payer pour son péché. Que vont répondre Betty Parris et Abigail Williams? Sont-elles réellement habitées par le diable, ou ont-elles mis en scène cette rocambolesque histoire pour attirer l'attention sur elles? Les deux jeunes filles n'ont plus le choix. Elles doivent avouer. C'est Tituba. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour qu'elle dénonce la servante du pasteur Parris. Ce serait cette jeune fille originaire donc de la Barbade, alors colonie britannique, qui les aurait envoûtées. C'est bien elle qui la première leur a montré comment voir l'avenir. C'est aussi après l'une de ces séances de spiritisme que Betty aurait vu un cercueil. Alors, si les jeunes filles de bonne famille affirment que cette servante est la responsable de leurs convulsions et autres langages sataniques, il ne viendrait à l'idée de personne dans le village de remettre en cause leurs accusations. Mais la dénonciation ne s'arrête pas là. Sans aucune explication, les deux jeunes cousines pointent du doigt deux autres présumées sorcières. Sarah Good, tout d'abord, c'est une mendiante qui vit en retrait de la vie de Salem Village. Il ne serait pas étonnant qu'elle verse dans la sorcellerie. Pour preuve, elle murmure quand on lui donne de la nourriture. Puis Sarah Osborne ensuite. Cette vieille femme a indigné la communauté très pieuse de la ville en retirant l'héritage des enfants de son premier mari pour le remettre à son nouvel époux. L'affaire devrait donc se régler assez rapidement. Nous sommes le 1er mars 1692 et les trois coupables sont interpellés manu militari. Tituba, la première accusée,
cède sous la pression de ses tortionnaires. Le diable est venu à moi et m'a ordonné de le servir. Un homme aux cheveux blancs l'aurait même obligé à signer le livre du diable. Sarah Good, à l'inverse, campe sur ses positions. Vous êtes un menteur, je ne suis pas plus une sorcière que vous n'êtes un sorcier, et si vous me tuez, Dieu vous donnera du sang à boire. Quant à la sénile Sarah Osborne, elle meurt en prison avant que son procès ne commence. Mais deux éléments intriguent cependant les villageois. Tout d'abord, les crises de Betty Parris et de sa cousine Abigail Williams n'ont toujours pas disparu. Pire, d'autres habitants affirment eux aussi avoir eu des visions de spectres, des hallucinations. Et puis surtout, Tituba confie qu'elle n'a pas agi seule. D'autres sorcières comme elle auraient pour mission de tuer les puritains de la ville. Cette fois-ci, l'affaire est plus grave qu'imaginée. Salem Village pourrait être infesté de sorcières qu'il faut à tout prix débusquer et assassiner. Car en cette fin de XVIIe siècle, cette petite ville de la Nouvelle-Angleterre est en proie au plus grand trouble et elle n'a pas besoin de ce problème supplémentaire. En effet, pour commencer, tout oppose Salem Town de Salem Village. Salem Town est un port prospère, un carrefour commercial attractif qui n'a que peu de rapport avec Salem Village, considéré comme l'arrière-pays agricole bien plus pauvre. Depuis 2 décennies, Salem Village veut par tous les moyens acquérir son autonomie, pas tant économique que religieuse. Les villageois ne supportent pas de devoir dépendre de Salem Town pour le choix du pasteur et la perception des impôts. Boston a toujours refusé que Salem Village ait le dernier mot sur sa gestion religieuse. Mais en 1689, enfin, Salem Village obtient l'autorisation de se doter de sa propre église. Samuel Parris, ancien commerçant qui aurait fait faillite, devient donc le pasteur officiel de la ville. Austérité, puritanisme, tels sont les termes qui le qualifient le mieux. Nombreux sont ceux parmi les plus dévots qui voient en lui l'homme qui peut remettre Salem Village dans la voie de la sagesse. Car aux nombreux conflits qui agitent la commune à cette époque doit s'ajouter l'opposition permanente entre les colons anglais et les Amérindiens autochtones. Des tensions qui peuvent très rapidement virer à une guerre civile si les protestants du pasteur Parris se laissent déborder par cette menace de sorcières ayant soi-disant infiltré leur communauté si pure. Alors, rapidement, les dénonciations se multiplient. Les principales accusées sont de vieilles dames de Salem, notamment Salem Town, et même une fillette de 4 ans. En l'espace de quelques mois, de nombreux quartiers sont touchés par cette vague de dénonciations arbitraires, de Rowley à Beverly en passant par Boston. Alors que le mois de juin n'est pas achevé, on dénombre 70 personnes qui s'entassent dans les geôles en attendant leur jugement et surtout un tribunal reconnu comme légal et officiel. Car un autre obstacle se dresse. Dans cette petite ville de la Nouvelle-Angleterre, aucun agent du gouvernement n'est présent pour mener un procès digne de ce nom. Il faut attendre la fin du mois de mai 1692 pour que débarque enfin le gouverneur de la province. Son nom, William Phips. Il monte un tribunal dans ce qui restera dans l'histoire comme la célèbre Meeting House. Sa mission, oyer et terminer, c'est-à-dire écouter et décider du sort de ces sorcières dangereuses. Dans la Meeting House, les récits des victimes comme les défenses des accusés s'enchaînent. Betty et sa cousine Abigail présentent toujours des signes de démence et d'après les notables présents, elles sont terrorisées par le spectre des coupables. Que va décider le tribunal ? Les simples témoignages peuvent-ils suffire à condamner à mort ces présumées sorcières ? Bridget Bishop, c'est elle qui, la première, doit recevoir sa sentence. Les juges, John Hathorne et Jonathan Corvin, doivent faire la lumière sur l'affaire dans laquelle elle est enlisée. Les 5 jeunes femmes qui l'ont accusée de sorcellerie se tordent et convulsent dès son arrivée dans la salle d'audience. Elles lui reprochent notamment de les avoir blessées, d'avoir voulu les forcer à signer le livre du diable. Elle est également accusée d'avoir assassiné des enfants, ensorcelé des cochons et visité divers citadins pendant la nuit. Preuve de son pacte avec le diable, un jury composé exclusivement de femmes affirme qu'un 3e mamelon a poussé sur son corps avant de disparaître en moins de 3 heures. Ses tenues vestimentaires non traditionnelles comprenaient des habits aux couleurs vives,
la range forcément dans la catégorie des sorcières. Elle est donc reconnue coupable de sorcellerie. C'est au sommet de Gallows Hill, la colline de la potence, qu'elle livre son dernier souffle, le 10 juin 1692, pendue vraisemblablement seule aux branches d'un grand chêne. Mais les juges se sont-ils réellement basés uniquement sur ces détails, pour le moins hasardeux, pour condamner cette femme ? Non, pas tout à fait. Comme pour toutes les personnes qui tenteront de clamer leur innocence devant ce tribunal pendant les mois à venir, les magistrats appliquent la même méthode très discutable à l'heure actuelle, mais recevable à cette époque. Son nom, la preuve spectrale. Cette preuve consiste à prendre en considération un état d'hystérie, de terreur intense d'une victime face au spectre d'une accusée. Pour résumer, si une femme se met à convulser, à se recroqueviller quand apparaît une potentielle sorcière, c'est qu'il s'agit bien d'une femme qui manie la magie noire avec délectation. 7 juges sont ainsi envoyés à Salem pour étudier chacune des affaires qui sont au programme du tribunal. Et ces affaires poussent comme des champignons. Car derrière ces accusations de sorcellerie se cachent en réalité soit de vieilles rancœurs, soit des stratégies bien réfléchies pour nuire à son adversaire. Pour cela, replongeons en cette fin de XVIIe siècle à Salem Village. Sans surprise, les premières accusations de sorcellerie concernent les personnes de catégorie sociale très basse, des esclaves, des mendiantes, des servantes. Et puis, petit à petit, la menace d'être pointée du doigt comme maniant la magie noire s'abat sur tout le monde. Médecins, commerçants, notables, tout le monde y passe. Quiconque a au moins un ennemi dans la ville risque la potence sur simple délation sans preuve tangible. Tant et si bien qu'il n'est pas rare que ces menaces d'accusation s'étendent aux habitants de Boston, situés à 25 km de Salem. En revanche, une donnée est assez constante, le sexe des accusés. Dans 80% des cas, il s'agit de femmes. La société est alors très patriarcale. La gente féminine est considérée comme plus faible, plus fragile, plus sujette à l'influence, aux sciences occultes. Et les femmes âgées, célibataires, infertiles, séniles, sont malheureusement en première ligne. De même, les notables accusés sont la plupart du temps des habitants du port, de Salem Town donc. Et les accusateurs vivent à l'inverse, à Salem Village. Les faire conduire à la potence peut à la fois être une revanche sur ces gens riches que les habitants de Salem Village ne supportent plus, mais aussi l'occasion de récupérer leur maison, leurs terres ou leur commerce. Cependant, à l'intérieur même de Salem Village, des oppositions très fortes sont à l'origine de pendaisons ignobles. C'est le sort qui a été réservé par exemple à l'ancien pasteur, le révérend George Burroughs. Il avait préféré quitter la ville après une violente dispute. D'anciens paroissiens rancuniers ont alors pris leur revanche. Devant les juges, ils le décrivent comme un sorcier et ils obtiennent gain de cause. Le pasteur est condamné à mort et donc pendu. Ces jugements rendus sur simple déclaration à la chaîne font l'actualité de la colonie anglaise durant tout l'été 1692. La cour se réunit une fois par mois. Être accusé même quand on sait qu'on est irréprochable, c'est un ticket pour la mort. Aucun acquittement n'est prononcé. Les habitants ont l'infime possibilité de rester vivants. Pour cela, ils doivent plaider coupables et dénoncer d'autres sorciers et sorcières. S'ils refusent, ils finissent les cervicales sectionnées au bout d'une corde. Tous, sauf un. Il s'appelle Corey. C'est un vieux fermier de 80 ans qui refuse de se présenter devant le tribunal. Par fierté ou résignation, il semble ne pas vouloir participer à cette vaste mascarade. Il endure ce qui s'appelle la peine forte et dure. Durant 3 jours, dans sa cellule, les bourreaux empilent sur son torse de lourdes pierres. Il meurt asphyxié et de douleur. Mais avant que cette chasse aux sorcières ne prenne fin, des heures sombres attendent encore Salem Village. 20. On dénombre 20 personnes, adultes, enfants, vieillards, riches ou pauvres confondus, à être jugées puis assassinées pour sorcellerie. 14 femmes
et 6 hommes précisément. Et le rituel semble toujours le même. Les condamnés se dirigent vers le lieu de leur exécution sur une colline au sol rocailleux et sillonnée d'une rivière. Systématiquement, une foule s'amasse autour pour assister à la mise à mort. Curiosité pour les uns, sadisme pour les autres, mais aussi sentiment d'épuration utile pour une poignée de badauds. Leur religion leur interdit tout recours à la magie, à la sorcellerie. Alors, assister à la pendaison de suppôts du diable les soulage. 2 femmes jugées coupables bénéficient d'un sursis à exécution parce que, je cite, les comptes rendus du procès, elles sont grosses, c'est-à-dire qu'elles sont enceintes. Grand Seigneur, les juges les laissent mettre au monde leur enfant et une fois qu'elles ont donné la vie, on leur ôte la leur en les pendant. Durant 5 mois, une folie meurtrière gangrène la population locale, s'immisce dans chaque foyer, semant la terreur dans l'esprit de tous les villageois de Salem, mais aussi des villes alentours. Et personne n'est épargné. Même 2 chiens sont exécutés en raison de leur prétendue implication dans la sorcellerie. Pire, des familles entre elles se déchirent. Les membres n'hésitent pas à se dénoncer les uns les autres. Le 16 mai 1692, la déposition d'Abigail Williams, la nièce du pasteur Paris, fait froid dans le dos. Elle participe à l'envoi sur l'échafaud de George Jacobs. Ce vieillard de 72 ans est accusé d'être un épouvantable sorcier par sa propre petite-fille. Dans les tribunaux, pas d'avocat. Comme en Angleterre, c'est un juré qui se réunit. Les personnes envoûtées sont appelées les affligés. Les présumés coupables n'ont guère d'espoir quand on sort qui leur sera réservé à l'issue de ces simulacres de procès. Comment réagir quand chaque jour vous risquez d'être accusé de sorcellerie? En continuant de vivre normalement et en implorant Dieu, omniprésent au XVIIe siècle, de vous épargner. Mais la réalité est tout autre. Pris de panique, les paysans n'entretiennent plus leurs terres. Les cultures sont laissées à l'abandon. Les bêtes, indispensables dans la vie quotidienne à cette époque, ne sont plus soignées. Certains accusés parviennent à s'échapper de justesse avant leur incarcération et surtout leur jugement. New York devient la ville où trouver refuge. Des fugitifs poussent même leur course au-delà. Ceux qui restent participent à des réunions pour tenter de trouver des solutions. D'autres errent dans les rues. Il faut attendre l'automne 1692 pour que les événements se calment. Le 3 octobre, le révérend Increase Mather, président de l'université de Harvard et père du célèbre prêtre Cotton Mather, dénonce la fragilité des preuves mises en avant pendant les procès et la trop grande importance accordée à des déclarations d'ordre surnaturel. Il affirme alors qu'il vaudrait mieux que 10 sorcières accusées s'échappent plutôt qu'un seul innocent soit condamné. Parallèlement, le gouverneur William Phips découvre que cette chasse aux sorcières va bien trop loin. Les jeunes filles possédées désignent sa propre femme comme la responsable de leur envoûtement. C'en est trop. Le gouverneur cède finalement aux demandes de plus en plus pressantes du clergé de Boston. Il suspend le tribunal spécial et le remplace par une cour supérieure. Le 3 octobre 1692, dans un texte intitulé « Cas de conscience concernant les esprits maléfiques », il se prononce en défaveur des preuves spectrales, car les rêves, les visions et les superstitions étaient admis en tant que preuves recevables lors des procès pour sorcellerie. Ce ne sera définitivement plus le cas. Étonnamment, avec ces nouvelles directives, seuls 3 des 56 accusés sont condamnés. Qu'importe, Sir William Phips les gracie tous. 8 mois plus tard, en mai 1693, il gracie tous ceux qui se trouvent encore en prison pour ces fausses raisons de sorcellerie. C'est le cas d'Elizabeth Johnson. Elle attend son exécution dans une prison de Salem quand elle apprend la bienheureuse nouvelle. Les condamnés sont remis en liberté. Elizabeth va donc elle aussi sortir de sa prison et aspirer, à 22 ans, de construire sa vie et tenter d'oublier cette période traumatisante. Elle est officiellement innocentée, 329 ans plus tard. Oui, vous m'avez bien entendu, en 2022. De même qu'il a fallu attendre 1957, soit 265 ans après les procès de Salem, pour que l'État du Massachusetts présente officiellement des excuses. En 1700, des dédommagements sont accordés aux descendants des personnes condamnées à mort
et les gouverneurs de l'époque présentent leurs excuses publiques. Ils assument avoir manqué de vigilance dans la gestion de cette crise. S'il a fallu aussi longtemps à ces hommes et femmes pour faire amende honorable, c'est que la folie qui s'est emparée de Salem pendant ces quelques mois a mis des siècles à être expliquée. Des villageois transformés en délateurs, cela n'arrive pas tous les jours. Comment expliquer une telle folie de dénonciation et de pendaison en quelques mois? Comment plusieurs villes peuvent-elles se laisser entraîner dans ces procès à la chaîne? Nombreux sont ceux qui ont essayé de trouver des réponses. La première hypothèse est que les jeunes filles Betty Paris et sa cousine Abigail Williams ont été dépassées par ce qui devait être initialement un jeu d'enfant. Elles n'avaient sans doute pas saisi la gravité de leur comportement. Dans une société anglaise très puritaine, le recours au spiritisme, à la magie, est formellement interdit. Alors prises au piège, elles auraient préféré faire accuser des femmes sans défense pour justifier de leurs convulsions, langage incompréhensible et autres marches fantomatiques. L'autre explication est qu'au XVIIe siècle, la Nouvelle-Angleterre reste fragilisée. Elle est traversée par une épidémie de variole. Elle suffoque humainement et économiquement avec les récentes guerres coloniales entre la France et l'Angleterre, avec les violentes oppositions avec les tribus amérindiennes. Alors tout ce qui relève du surnaturel, de la possession, effraie encore plus des populations qui subissent depuis plusieurs années un climat délétère. D'autres, enfin, évoquent la possibilité d'un empoisonnement généralisé à l'ergot de seigle, un champignon dont est dérivé le LSD. C'est cela qui aurait provoqué des hallucinations chez les villageois. Pour autant, l'hypothèse la plus communément admise est ce fossé social que je vous racontais entre Salem Town et Salem Village. Une jalousie permanente qui a créé de telles tensions que les habitants ont trouvé en la sorcellerie l'excuse parfaite pour éradiquer leurs adversaires. Une chasse aux sorcières qui a marqué les 13 colonies et plus tard les États-Unis d'Amérique. L'expression a depuis été utilisée à maintes reprises. Au début des années 50, les militants communistes ont traqué aux États-Unis pendant le macartisme. On parle alors de chasse aux sorcières. Plus tard, c'est le président Richard Nixon qui, en 1973, l'emploie devant le Sénat en pleine affaire du Watergate. Désormais, Salem Village s'appelle Danvers. Et si les sorcières ne sont plus en danger, leur procès continue de fasciner les nombreux touristes qui se pressent chaque année sur la colline de la Potence. Europe 1, historiquement vôtre. Bertrand von Runebeck, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Querelle entre villageois, empoisonnement généralisé à l'ergot de seigle, spirale du mensonge des deux jeunes filles. Pour l'historien que vous êtes, quelle est l'hypothèse la plus probable qui pourrait expliquer ce phénomène d'hystérie collective qui s'est emparé du village de Salem en 1692? Alors, tous ces facteurs, en fait, je pense qu'il y a une crise, mais aussi il y a un terreau fertile. Alors, bien sûr, c'est un jeu de fillettes, et ça n'aurait pas suffi à condamner des gens. Donc, il a fallu que les adultes s'en mêlent et appuient leurs accusations. Alors peut-être un problème médical à l'origine, peut-être un champignon hallucinogène, peut-être, mais surtout cette rivalité dont vous avez parlé entre Salem Village et Salem Port. Ensuite, des rivalités au sein de Salem Village, parce qu'il y avait des gens qui profitaient de la prospérité de la ville d'à côté et d'autres qui n'en profitaient pas. Mais aussi tout ça dans un contexte de guerre contre les Français qui sont en Acadie, donc tout près, et leurs alliés amérindiens. Il y a d'ailleurs des réfugiés à Salem, des réfugiés de raids amérindiens, d'autres qui ont pris d'autres villages. Et il y a aussi ce vide constitutionnel parce qu'il n'y a plus de charte, il n'y a pas de gouverneur. Donc tout ça crée un climat de crise en fait et d'hystérie collective. Bertrand von Runebeck, revenons un peu en arrière pour essayer de comprendre ce qui a mené la petite communauté des puritains de Salem Village à sombrer dans l'hystérie collective. Salem se trouve dans le Massachusetts, au nord-est de ce qui deviendra les États-Unis d'Amérique. À quel moment les colons ont-ils fondé cette colonie ?
Alors, Salem est fondé en 1626, mais la Nouvelle-Angleterre et le Massachusetts avant, puisque c'est l'arrivée du célèbre Mayflower en 1620. Et puis, entre 1620 et 1630, vous avez une émigration massive pour l'époque, à peu près 10 000 personnes qui arrivent sur 10 ans, tous puritains, et ils viennent soit de Londres, soit de l'est de l'Angleterre, du sud-est de l'Angleterre. Et qui sont ces puritains qui peuplent la Nouvelle-Angleterre? Qu'est-ce qui les distingue, par exemple, des colons des autres colonies en Amérique? Alors, la particularité des sociétés du Massachusetts, surtout, mais aussi plus tard du Connecticut, euh, c'est une société de village. C'est une société très homogène parce que, à l'inverse d'autres colonies comme la Pennsylvanie ou New York ou la Virginie, les colons viennent tous du même endroit. Ils sont tous puritains à cette époque. Et donc, c'est une société très homogène. Et la grande particularité, c'est que cette société coloniale a été fondée comme modèle. C'est un supposé modèle pour l'Angleterre et plus largement pour l'Europe protestante. Donc, c'est une société très fermée et qui craint pour son modèle, en fait. Et donc, la sorcellerie, c'est une menace. C'est une société, je le racontais, où la religion est très présente, très pratiquée, imprégnée de croyances. On croit au diable, on croit aux sorcières. On s'en remet aussi à l'Église, qui occupe une place prépondérante. Est-ce qu'on peut parler même de théocratie, c'est-à-dire que c'est le pasteur qui dirige tout? Moi, je dirais pas jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a en Nouvelle-Angleterre, il y a quand même la différence entre le pouvoir, entre le spirituel et le temporel, le pouvoir civil, le pouvoir religieux. Les pasteurs et les théologiens ne sont pas au pouvoir, mais ils ont une très, très grande influence du fait de ce modèle qui tient par la religion, justement. Et il faut vraiment, pour comprendre l'histoire de Salem, il faut écarter le rationalisme et penser que les gens à l'époque vivaient, et surtout en Nouvelle-Angleterre, dans un climat d'une lutte entre le bien et le mal. C'est à la fin de l'année 1691 que les premières accusations de sorcellerie sont portées. Or, il faut revenir sur le contexte précis dans lequel se trouve le Massachusetts. À ce moment-là, la colonie a perdu sa charte, vous l'avez dit, et n'a plus de gouverneur. Qu'est-ce que concrètement cela signifie, Bertrand von Ruymbeck? C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune loi. La seule loi qui prévaut, c'est celle du consentement entre les habitants de ce village? Disons qu'il n'y a plus de gouvernance. Parce que la charte, c'est la constitution en fait de la colonie. Donc ils n'ont plus de charte révoquée en 1684. Parce qu'il faut aussi comprendre que il y a un contentieux entre l'Angleterre et la Nouvelle-Angleterre. Parce que la Nouvelle-Angleterre sont des puritains et donc pour le roi Charles II, dans les années 580, c'est ceux qui ont assassiné son père, exécuté son père, Charles Ier. Donc c'est des régicides. Donc en fait, la Nouvelle-Angleterre est surveillée par l'Angleterre, c'est pour ça qu'on révoque sa charte, et donc il n'y a pas de charte, il n'y a pas de gouverneur, c'est comme si nous n'avions plus de constitution ni de président, donc en fait il y a pas d'autorité, en fait, sauf l'autorité pastorale. Les premières accusatrices sont Abigail Williams et Betty Paris, de toutes jeunes filles, qui se trouvent donc être respectivement la nièce et la fille du pasteur local Samuel Paris. Est-ce que ça a son importance? C'est-à-dire, à travers elle, au fond, le diable s'attaque à la communauté tout entière. C'est très important, c'est fondamental, parce que l'Église et le pasteur est au centre de la communauté, du village, et c'est lui qui est attaqué. Donc sa famille est ensorcelée. Et alors pourquoi le pasteur? Parce qu'il y avait toujours des problèmes entre le pasteur et sa communauté, sa congrégation, comme les puritains disaient à l'époque, et surtout dans le cas de Paris, parce que Paris était un ancien marchand, et il avait négocié âprement pour son salaire, ses conditions de travail. Et il y avait une partie de la population de Salem Village qui lui en voulait. Bertrand von Ruymbeck, un mot sur le profil des accusés de Salem. Ce sont des femmes, en majorité, marginales pour la plupart. Alors, c'est quoi leur point commun? C'est leur déviance par rapport à cette société puritaine du XVIIe siècle. Et comme on ne sait pas, elles sortent du rang en quelque sorte, donc on les accuse de sorcellerie. Tout à fait. Alors, vous avez bien sûr, comme vous l'avez dit, Tituba, c'est une esclave, on pense, c'est une esclave qui venait de la Barbade et qui était probablement d'origine amérindienne ou amérindienne elle-même. Or, nous sommes pendant les guerres amérindiennes.
Donc, en fait, ça les désignait comme la première victime. Ensuite, ce sont des femmes, des mendiants, des gens qui sont à la marge de la communauté. Comme j'expliquais, comme c'est une société très homogène, la déviance, tout peut être déviance, en fait. Même, par exemple, l'ambition est une déviance, parce que vous n'acceptez pas la place que Dieu vous a donnée dans la société. Ensuite, vous pouvez, si par exemple, vous vous fâchez avec quelqu'un, et 2 mois plus tard, une de vos vaches meurt. Dans un climat d'hystérie et de sorcellerie, vous pouvez dire, il a jeté un sort sur moi, et j'ai perdu mon bétail. Donc en fait, il suffisait de peu d'une étincelle pour que ça donne lieu à des règlements de compte. Et bien sûr, les premières victimes sont les gens qui sont une menace pour la société, pour l'homogénéité de la société et pour le modèle de la société. Est-ce que ces procès ont été documentés? Qu'est-ce qui nous renseigne? On a des traces écrites de tout ce qui s'est passé? Oui, il y a les registres des procès. Il y a aussi des ouvrages écrits par les théologiens. Et puis, il y a eu des personnes plus tard qui ont raconté cette histoire. Donc, on a une bonne documentation, en fait. Le procès en sorcellerie s'achève finalement en octobre 1692, après 19 exécutions et des centaines d'arrestations. Les accusés encore en prison, je l'ai raconté, sont acquittés. Quelles seront les conséquences directes du procès au sein de la colonie? Alors, il faut savoir que c'est la dernière grand procès en sorcellerie en Nouvelle-Angleterre. Et c'est même très tardif par rapport à l'Europe, d'ailleurs. Mais même pour eux, ça sera un des derniers. Et il y a certains juges qui vont se repentir. Donc, il va très vite. C'est pour ça que le gouverneur va gracier les derniers accusés. Donc, en fait, c'est la fin d'une période, en fait, pour la Nouvelle-Angleterre. Parce qu'on est toute fin du XVIIe siècle. Et ils vont rentrer dans la modernité au tournant du siècle et ils vont en fait regretter cette période. Enfin, la société va être prise de remords. Jusqu'à ce qu'Arthur Miller s'empare de cet épisode dans les années 50 pour dénoncer le maccarthisme et cette nouvelle chasse aux sorcières contre les communistes, on peut dire que l'Amérique a plutôt cherché à oublier cette histoire de sorcières de Salem. Pendant très longtemps, c'est une anecdote dont personne ne parle. Après la guerre de sécession en 1867, il y a un historien qui ressort les registres du procès, qui les publie, puis plus rien, jusqu'au maccarthisme. Et Arthur Miller, justement, cette pièce de Crucible, qui date de 1953, parce que le maccarthisme c'est intéressant, parce que le mot chasse aux sorcières va être sécularisé, va avoir un sens politique. Et des historiens, à la suite de Miller, vont s'intéresser à cette crise. Et il va y avoir des livres publiés dans les années 70, dans les années 80 et puis 90. Et depuis, beaucoup d'ouvrages. Et au même moment, le tourisme va se développer dans la ville de Salem. Pour terminer, je parlais dans le récit du cas d'Elizabeth Johnson, qui a été graciée, comme beaucoup d'autres, et remise en liberté. Mais elle est officiellement innocentée 329 ans plus tard, en 2022. Alors pourquoi autant de temps? Et d'abord, pourquoi tout simplement? Ça veut dire que encore aujourd'hui, l'Amérique cherche à solder cette folle parenthèse? En fait, tout à fait. C'est-à-dire, l'Amérique s'aperçoit que disons, l'Amérique contemporaine, le rationalisme, on s'aperçoit qu'en fait, c'est devenu un épisode sombre de l'histoire et un épisode à oublier, et il faut que les institutions officielles s'excusent pour cette période qui en fait est vue comme, d'ailleurs c'est avant les États-Unis. Donc en fait c'est la société puritaine qui est maintenant terriblement contestée en fait. Elle a longtemps été un modèle, la Nouvelle-Angleterre puritaine, le Mayflower, mais de nos jours elle est tout à fait contestée. Merci beaucoup Bertrand von Ruymbeck de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du procès des sorcières de Salem. J'en profite pour signaler que votre histoire des États-Unis de 1492 à nos jours est toujours disponible dans la collection Texto des éditions Talendier. Merci. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.